Jacques Favier est avec nous ce matin en direct de Normandie. Alors, il ne va pas nous montrer le soleil ce matin parce que je pense qu'on est à peu près tous en France concernés par les passages pluvieux. D'ailleurs, il fait assez doux pour un mois de mars, hein. Et donc, nous allons parler ce matin de Bitcoin et notamment la place du Bitcoin dans votre patrimoine. Et j'ai tenu à ne pas inviter un geek pour une fois, mais à inviter un historien normalien, entre autres, et qui a plein de cordes à son arc, puisque il faut pas le dire, mais il produit aussi un petit peu de vin. Donc c'est quelqu'un qui a aussi les pieds ancrés dans le sol et pas que la tête dans tout un tas de concepts et qui va essayer de nous partager aujourd'hui. On va commencer par un sondage pour démarrer en douceur. On va poser une question. Je vais lancer le sondage pendant quelques instants pour vous permettre de cliquer dessus. Et donc, le sondage, c'est avez-vous déjà acheté des crypto-monnaies? Est-ce que vous avez acheté, oui, du Bitcoin uniquement, oui, d'autres crypto-monnaies ou non, pas encore? Vous pouvez voter. Et voilà, 40% ont voté. On va laisser le sondage ouvert encore quelques instants pour au moins avoir une dizaine de votes. Voilà. Ah, il faut que je vote moi aussi. Ceux qui ont, moi je ne peux pas voter, mais en tout cas, un certain nombre voilà, on peut tous voter. Idéalement, là, pareil, voilà, on va encore avoir deux, trois votes de plus pour ceux qui n'ont pas encore voté. Allez-y. On est à 60%, donc là, on peut peut-être en avoir un ou deux de plus. Ça y est. Allez, dans deux votes, je clôture le sondage. Pour l'instant, on a quand même des gens qui, en majorité, il y a une majorité qui se dégage. Voilà. Il y a une majorité qui se dégage. Il nous faudrait un vote de plus pour savoir, pour départager les deux questions. Là, il y a deux questions qui sont à égalité. Il va falloir un vote de plus pour pouvoir départager les, la question qui est à égalité. Bon, Valérie, si alors Valérie, une question. Quelle est la question de Valérie? Je ne peux voter, mais ah, d'accord. Donc ça va me permettre de. Ok, très bien. Donc j'ai compris. Je vais pouvoir mettre une. Donc en fait, d'accord, très bien. Donc, eh bien, on va fermer le sondage et on va commencer euh, gentiment. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, le sondage nous donne quoi? Le sondage nous donne que la majorité ont déjà acheté des crypto-monnaies et pas forcément que du Bitcoin. Et en deuxième position, non pas encore. Et finalement, la partie la moins importante, c'est oui, du Bitcoin uniquement. Donc, nous avons avec nous des amateurs. Donc, Jacques, je vais vous laisser la parole pour vous présenter brièvement. Quant à moi, ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis conseiller en gestion de patrimoine. J'ai organisé pendant 5 ans une manifestation sur la fintech, ce qui m'a permis de me familiariser avec tout ce qui était crypto, blockchain et ainsi de suite. J'ai découvert à cette occasion Adli, Takal Bataille, et Adli m'a mis en contact avec Jacques, qui est intervenu l'année dernière sur la scène de Finantech Summit. Jacques, c'est à vous. Bonjour. J'ai intitulé la présentation Investir au pays des merveilles avec quelques clins d'œil sur la physique de ce pays des merveilles. Je me présente brièvement en disant que je suis auteur d'un certain nombre de livres, ou plutôt co-auteur, car les 4 ouvrages que j'ai commis, c'est toujours en participation, en coparticipation, en coécriture et en amitié avec divers auteurs, dont Adli Takalbataï pour 3 de ses livres et d'autres. J'anime avec d'autres également le Cercle du Coin, les repas du Coin, et puis aussi j'ai une activité, on va dire, plus classique de conseil stratégique en intelligence des protocoles à travers la société Catenae. Pour parler du Bitcoin, il y a des obstacles que tous les conférenciers, tous les auteurs rencontrent, c'est qu'on ne sait pas par quel bout commencer entre la théorie, la pratique, la valeur, la technologie, la politique, etc. Mais ce matin, j'ai compris que j'avais affaire à des gens pragmatiques. Et comme disent les anglo-saxons, la preuve du pudding, comme chacun sait, c'est qu'on peut le manger. Donc, je vais vous dire en quoi c'est du gâteau pour vous.
sans trop de chiffres. Et après avoir rappelé quand même que je n'ai pas la carte de conseiller en investissement financier. Donc, vous êtes des grands garçons, des grandes filles, vous pouvez comprendre à mi-mot et tirer les conclusions qui vous paraîtront opportunes de ce que je vais dire. Moi, je pense que Bitcoin ressemble naturellement à un trésor et que s'il ressemble à un trésor, ce serait selon moi à la toison d'or. Pourquoi? Parce que cette toison d'or, c'est, je rappelle, une peau de mouton toute dorée qui pend à un arbre au bout du monde. Il faut aller la chercher très loin, il faut la décrocher, il faut se l'approprier soi-même. Accessoirement, vous vous souvenez du fait qu'il y a un monstre qui défend âprement la chose. Euh, comme tous les mythes antiques, la quête de la toison d'or est un mythe très profond. Disons que c'est surtout un symbole lié à la souveraineté, ce qui n'est pas indifférent en matière de Bitcoin, et en même temps à un rite de passage vers une forme supérieure de vie humaine, ce qui là aussi, à l'entrée du continent numérique qui est ouvert devant nous, n'est pas sans intérêt. Dès sa naissance, en tout cas, les premiers internautes s'étaient mis en quête dès la naissance de l'Internet. Et comme les Argonautes, ils étaient partis chercher un trésor qui serait leur cache, le cache de l'Internet. Et si Bitcoin a survécu, s'il vaut près de 9000 dollars aujourd'hui, c'est qu'à la différence de la dizaine de projets qu'il avait précédés, celui de Satoshi Nakamoto cochait en fait toutes les cases. Il était effectivement Internet native, il permettait un transfert de la main à la main sans autorité centrale, comme une pièce de monnaie, il était non censurable, il était non copiable, il était non passible d'inflation. Et c'est en quoi la découverte de Bitcoin a achevé la quête de ce cache numérique qui manquait à Internet. Alors, comme les argonautes de la mythologie, les cryptonautes vont évidemment, dès l'exploit de Satoshi Nakamoto réalisé, rencontrer la fureur des autorités. Et à défaut de m'aider, ils vont tomber sur la reine de cœur, les autorités de régulation et la fureur du monde financier classique. Donc, je rappelle un certain nombre ici d'imprécations et je vous dis en toute amitié, passez votre chemin et restons amis si vous pensez ce qui est écrit sur cette slide. Alors, ça ne repose sur rien, mais en même temps, comme chacun sait, ça consomme de l'énergie, donc on peut difficilement, à mon sens, faire les deux griefs à la fois. On va y revenir. Si vous pensez que c'est un coquillage, là aussi, passez votre chemin. Mais cette métaphore qui est quand même discrètement raciste du coquillage est à mon sens absurde parce qu'au fond, quand on y pense, avec une masse monétaire assez large, parfaitement fongible, internationale et désirée par de nombreuses populations, qui est en plus ce coquillage était impossible à contrefaire, finalement, il avait tout une monnaie. On voit mal en quoi un coquillage serait moins une monnaie qu'un morceau de papier. Qu'importe. Si vous pensez que c'est une Ponzi, là aussi, passez votre chemin parce que le fait qu'il faille un vendeur face à un acheteur ne constitue pas une Ponzi, ou alors la bourse de Paris est un Ponzi. Je rappelle que j'avais organisé en 2018 une conférence à Bordeaux avec la référence française de l'étude mathématique du schéma de Ponzi, le professeur Marc Arzoni de l'Université de Pau, et que ce savant, qui au demeurant était très réservé face à Bitcoin, nous avait quand même démontré que Bitcoin n'était pas un schéma de Ponzi. Enfin, si vous pensez que ça finance le crime, là j'ai mis cette imprécation entre parenthèses parce que je rappelle que pour financer le seul marché de la drogue, et seulement cela, en y employant 100% des bitcoins existants, il faudrait que Bitcoin cote environ 400 000 dollars et qu'il resterait encore à financer le terrorisme, la pédophilie, etc. Alors, ayant évacué, parce que ce n'est pas le sujet du jour, toutes ces imprécations, il reste quand même que vous risquez de passer à côté de quelque chose, de louper quelque chose si vous en restez là. Euh, quels sont Est-ce qu'on a quelques exemples de gens qui sont passés à côté de quelque chose? En 1557, on découvre un nouveau métal qu'on va appeler le petit argent. La première référence européenne à ce métal, le platine, elle est donc en 1557 dans les écrits d'un savant qu'il décrit comme un métal mystérieux venant des mines entre Panama et Mexico. Alors les conquistadors l'appellent platina, petit argent, quand ils le découvrent. Mais ce qui est amusant à savoir, c'est que les autorités espagnoles, qui avaient le monopole du bon minerai et des métaux recherchés, l'or et l'argent, le rejettent dès le XVIe siècle et que les premières cargaisons de platine, elles vont au fond du fleuve en disant, vu finalement, ça risque de perturber le marché du métal, on ne sait pas très bien quoi en faire, c'est du faux, ça n'a pas de valeur, etc. Alors, des gens pragmatiques, qui sont les Indiens et les colons,
s'aperçoivent quand même que c'est pas de l'argent, on a compris, que c'est pas de l'or, on a compris, mais qu'il est quand même inaltérable, qu'il est relativement malléable, qu'il est très ductile. Et finalement, ils s'en servent alors pour de multiples usages, au début pour faire des ustensiles, puis pour faire des balles, puis pour faire de la pierre à fusil. Théoriquement, c'est illégal, c'est même puni de mort de s'en servir. Il faudra attendre des décennies pour que ce nouveau métal soit vraiment étudié au XVIIIe siècle pour lui-même par des physiciens, des chimistes, et encore de façon assez secrète. Et le principal connaisseur espagnol de la chose s'est fait arraisonner en mer par des corsaires anglais. Il est bien traité en Angleterre, mais il n'a le droit de publier ses travaux qu'au bout de plusieurs années. Donc c'est voilà, une classe d'actifs qui apparaît de façon un petit peu confidentielle, illicite, avec le soupçon des autorités et qui s'impose en quelques siècles. Et je rappelle qu'aujourd'hui, le poids de platine et celui de l'or ont à peu près la même valeur. Donc, souvenez-vous toujours qu'on peut passer à côté d'une classe d'actifs ou jeter une cargaison de platine au fond de la mer, ce qui n'est pas forcément un acte d'investissement très opportun. Autre chose qui est quasiment un passage obligé dans la critique contre Bitcoin, les fameuses tulipes. Alors, je tiens à jour, comme un certain nombre d'entre vous le savent peut-être, une liste des historiens amateurs et des prix Nobel d'économie qui sont tombés dans ce poncif. Pratiquement chaque détail du récit qu'on fait sur la crise des tulipes de 1637 est historiquement fausse. D'ailleurs, l'essentiel du récit grand public provient d'un romancier écossais du 19e siècle, c'est dire. Et en revanche, ce que les historiens de la crise de 1637 ont pu reconstituer, parce qu'il y a bien eu une crise, il y a bien eu une bulle spéculative, ce qu'ils en ont reconstitué est assez passionnant. J'avais fait, là aussi à Bordeaux, une présentation détaillée de cette crise, qui en fait témoignait de l'émergence d'une nouvelle ère, c'est-à-dire l'intérêt pour des choses nouvelles, la mondialisation, l'esthétisation du capitalisme, ce qui d'ailleurs est assez proche de ce qu'on nous-mêmes. J'avais montré que finalement, les bitcoiners ressemblaient assez à la population éclairée des gens d'Amsterdam dans les années 1637. En tout cas, il y a une chose à dire, c'est que 250 ans après la crise, Claude Monet peint des tulipes en Hollande, comme vous voyez le tableau ici à l'écran, et qu'aujourd'hui, avec le Gouda et les moulins, les tulipes sont consubstantielles à l'image du pays, que 70% des fleurs de tulipes poussent aux Pays-Bas, que 90% du commerce mondial de tulipes s'y fait, et qu'on a un peu envie de dire qu'heureusement qu'il n'y avait pas trop de régulateurs en 1637. Dernière façon de passer à côté d'un trésor, le roi Édouard VII pensait que s'il avait vu sur son chemin ce caillou de 3100 carats, qui était le culinane non taillé, il aurait tapé dedans et passé son chemin. C'est ce qu'a fait la brillante banquière qui, on ne va pas citer son nom, en 2015 a dit Forget Bitcoin. Donc il y a toujours moyen, avec un peu de talent et de désinvolture, de passer à côté d'un trésor. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on en vient à la question qui, je crois, est celle du jour. Combien peut valoir une chose qui ne ressemble à aucune autre chose? Et là, on ouvre la boîte à idées, c'est-à-dire que je vais prendre un certain nombre de choses qui ont de l'utilité, qui ont de la valeur, qui ont un prix, et puis essayer de voir dans quelle mesure ça peut nous conduire à des approximations avec des fourchettes très larges. Donc, boîte à idées, mais aussi un peu boîte de Pandore, parce que certaines de ces idées peuvent être jugées quelque peu subversives. La première, puisqu'on n'est pas encore à l'heure de l'apéritif, euh, la bouteille d'eau de Javel. Alors, l'idée n'est pas de moi. Elle a été émise par un célèbre gestionnaire d'actifs, Yves Feuille-Fati, du fonds Tobam, devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Entendant dire que Bitcoin était un actif beaucoup trop risqué, il a, avec beaucoup de bon sens, rappelé qu'un actif n'est jamais trop risqué pour un gestionnaire et que si finalement quelque chose est 2 fois plus risqué que prévu, bon, on en met 2 fois moins, que tout est question de proportion, de ratio de risque, de ratio rentabilité, risque, etc., et surtout de décorrélation, avec une image que je trouve assez pertinente, qui est celle du chlore, en disant personne ne boirait de l'eau de Javel, mais par contre, si vous en mettez un chouïa dans la piscine, ça se porte plutôt mieux pour la piscine. Et il en arrivait à l'idée qu'on pouvait en mettre un bout dans pratiquement n'importe quel fonds d'investissement. Si chaque fonds d'investissement du monde mettait 1% de Bitcoin, ça valoriserait Bitcoin autour de 750 milliards de dollars. Il est aujourd'hui, après la purge
la nuit dernière, quelque part un peu en dessous des 170. Donc, voilà, sachant d'ailleurs que M. Choueifati envisageait plutôt un pourcentage légèrement supérieur à 1%. Après l'eau de Javel, on va passer à la soif de l'or. C'est quand même plus valorisant comme comparaison. Tout l'or du monde vaut à peu près 9 000 milliards. Tous les bitcoins, seulement 100, 170, 180 quand j'ai préparé cette conférence. C'est-à-dire que le bitcoin pèse à peu près 2% de l'or. Alors, il y a évidemment un débat. Quand on fait la comparaison, on est vite stigmatisé parce que ce débat est générationnel, donc on va le renvoyer à mes cheveux blancs. En disant mais Bitcoin vaut bien mieux que l'or, c'est un or numérique, il est plus efficace, et il a un argument, et évidemment, c'est qu'envoyer une tonne d'or à l'autre bout du jardin est fatigant, alors qu'envoyer 1 million de Bitcoin à l'autre bout de la planète peut se faire pour des frais de transaction limités. Donc Bitcoin a évidemment, c'est vrai, des avantages sur l'or. Après, il n'a pas la légende, il n'a pas l'ancienneté, il n'a pas la legacy, et puis au fond, on peut raisonnablement penser qu'un lingot d'or sera toujours là dans 2 siècles. Est-ce que c'est le cas d'un wallet avec un Bitcoin? J'en sais rien. C'est pas le problème du jour. Je dis simplement, si tous les bitcoins du monde valent 2% de tout l'or du monde, et bien sur cette seule base, en prenant ce ratio, si dans vos portefeuilles vous mettez 5 à 10% d'or, vous devriez déjà mettre 0,1 à 0,2% de bitcoin. Donc tout à l'heure je disais, je prenais la chose en sens inverse, dans ces conditions, Bitcoin vaudrait 750 milliards. Là, je dis, même en partant du principe qu'il est à son prix aujourd'hui, ce qui est une vaste question, vous devriez déjà en avoir 0,1, 0,2% dans vos portefeuilles. Et puis, je reviens un instant sur les avantages du Bitcoin par rapport à l'or pour fixer les idées. L'extraction d'or, qui est en 2019 de 3465 tonnes, soit 1% de moins que l'année d'avant, ça représente à peu près 170 milliards de valeur. Cette extraction d'or baisse moins vite que celle du Bitcoin, qui se divise par 2 tous les 4 ans. Actuellement, 328 500 bitcoins par an, soit 2,6 milliards. Donc, il va quand même y avoir, en termes de ratio stock to flow, une distorsion qui là aussi est à l'avantage du Bitcoin et qui doit vous inciter, puisque vous avez de l'or dans vos portefeuilles, à penser aussi à cette nouvelle classe d'actifs qu'est le Bitcoin. Alors, cette comparaison à l'or nous amène immédiatement à la dure loi de la mine, qui là aussi est une source de réflexion quant à la valeur que peut avoir le Bitcoin. Il y a évidemment une influence réciproque, ce qu'on pourrait appeler une attraction réciproque entre le prix du lingot sur le marché, qui est une donnée publique, et le coût d'extraction, c'est-à-dire l'effort consenti pour se procurer du Bitcoin ou de l'or, qui est plus complexe à calculer. Alors, dans le cas d'une découverte, comme ça a été le cas par exemple pour l'or des Amériques ou d'Australie, sauf dans ces cas-là, on a normalement une difficulté croissante qui est que plus on creuse, plus ça coûte cher, et qu'on ne creuse que si on creuse de plus en plus profond que si le prix le justifie, mais aussi il faut tenir compte d'autres paramètres comme le fait qu'on creuse de plus en plus profond, non seulement parce que le prix le justifie, mais aussi parce qu'on a des outillages de plus en plus efficaces. Donc tout ce qu'on voit dans l'histoire sur le rapport entre l'activité minière pour les métaux et leur prix peut être extrapolé au Bitcoin. Pour Bitcoin, les paramètres du minage s'expriment en nombre de hash. Alors le hash, c'est le nombre de hash, d'abord, c'est une donnée connue, publiée. On sait quel est le nombre de hash réalisé à chaque instant pour valider les opérations de Bitcoin. Le hash, je le rappelle, c'est l'opération effectuée par un circuit imprimé ad hoc consistant à fabriquer une empreinte cryptographique de type SHA 256. C'est une opération mathématique. Aujourd'hui, on compte en terahash, c'est-à-dire en rappelant que tera est le préfixe du système international d'unités qui représente 10 puissance 12. Donc un terahash, c'est 1000 milliards de cette opération. Et dans la pratique, on compte en terahash à la seconde, c'est-à-dire 1000 milliards d'opérations de hash à la seconde. C'est les chiffres qui donnent un peu le vertige. La presse, qui orne rituellement tout article sur le Bitcoin d'un graphique concernant son cours réputé anormalement erratique, ne montre pratiquement jamais la courbe du hash rate,
est celle du nombre d'opérations, dont les hyperboles sont beaucoup plus régulières, beaucoup plus impressionnantes et, quand on y réfléchit, seraient beaucoup plus inquiétantes pour le système classique et sont beaucoup plus rassurantes naturellement pour ceux qui détiennent du Bitcoin. Pour rappeler les choses, au cours de l'année 2012, je pars assez loin en arrière, ce hash rate était passé de 9 à 24 térahash par seconde. C'est-à-dire qu'au début de 2012, on est à 9 000 milliards d'opérations à la seconde, on est à 24 000 milliards d'opérations à la seconde à la fin de l'année 2012. Au cours de l'année 2013, la courbe entamait son envol hyperbolique, franchissant les 500 TH à la fin de l'année pour achever l'année à 20 fois ce niveau. La puissance de feu du réseau était ensuite multipliée par 32 au cours de l'année 2014 pour s'établir autour de 320 000 TH à la seconde au début de 2015. Et elle est multipliée par 2 en 2015 et de nouveau par 3 en 2016 pour s'établir à 2,4 millions de TH à la seconde. À ce moment, certains d'entre vous n'ont pas encore entendu parler de Bitcoin ou le prennent pour un truc de zozo sans fondement et il cote quelques centaines d'euros seulement. Notez déjà que la puissance de feu augmente toujours bien plus vite que ce que suggérerait le tempo des halvings, puisque tous les 4 ans, la rémunération de l'opération de minage est divisée par 2. Donc, normalement, on pourrait s'attendre à ce que le hash rate double tous les 4 ans. Vous avez vu qu'il n'en est rien du tout. Et donc, il y a bien une course aux armements, où si l'on veut, on creuse la mine de plus en plus puissamment. À l'apogée de la bulle, en janvier 2018, tout le monde parle de Bitcoin. Certains ont même lu La Céphale par Adli Takalbataï et Jacques Févier. La puissance du réseau est de 15 millions de TH à la seconde. Bitcoin s'effondre. Tout le monde chante le requiem, pour certains en ricanant. Et la puissance atteint 52 millions de TH au cours de l'année 2018 et 95 en 2019, imperturbablement. La poursuite hyperbolique de la puissance du minage se poursuit. Elle est aujourd'hui de l'ordre de 110 millions de TH, soit à chaque seconde 110 milliards de hash ou 10 puissance 20. Sachant qu'un bloc est produit environ toutes les 10 minutes, 600 secondes, et qu'un bloc crée aujourd'hui 6,25 nouveaux bitcoins, normalement, ça devrait vous donner une indication du prix de fabrication, si je puis dire, du prix de minage d'un bitcoin. Sauf que, et ce serait le cas si on connaissait le coût du TRH, qui dépend du matériel, de son efficience, laquelle croît elle-même de façon exponentielle, comme si on avait au début de la mine d'or des pelles et à la fin des engins de plus en plus puissants, et du coût de l'énergie consommée au moment du calcul. Et là, il devient plus difficile de produire des chiffres sûrs. Tout ce qu'on sait, c'est que les mineurs ne peuvent pas durablement miner à perte. Alors, tout ceci a un coût, et la dépense est évidemment, la dépense énergétique de Bitcoin est évidemment énorme. C'est un fait que je n'entends pas du tout contester. Combien énorme? C'est là que je dirais que ça m'ennuie de polémiquer avec des écologistes de banque centrale sur ce thème. Ils reprennent tous les chiffres d'un de leurs consultants, M. Alex Devry, qui est un jeune économiste sans compétences technologiques particulières et qui travaille à la fois chez PwC et pour la Banque centrale des Pays-Bas sur son site Digiconomist. Ces chiffres, essentiellement venus du site Digiconomist, sont extrapolés de façon douteuse, toujours en retenant les hypothèses catastrophiques, mais ils sont repris alors absolument comme parole d'évangile par les gouvernants et par la presse. C'est comme ça d'ailleurs qu'en novembre 2017, le magazine Newsweek, pour une fois ce n'était pas The Lancet, le prestigieux Newsweek annonçait que Bitcoin consommerait toute l'énergie électrique produite dans le monde en 2020. Bon, là aussi, on attend leurs excuses. Alors plutôt que de pinailler sur ces chiffres, ce que j'ai fait dans d'autres conférences, j'ai envie ce matin de dire et alors 60 terawatts, autant que la Grèce, terawattheure, pardon, 60 terawattheures, autant que la Grèce, ok. Je rappelle que la clim, c'est 2000 terawattheures. Bon. Mais allez-y, comptez donc aussi l'espace de stockage et puis comparez à celui de vos photos et de vos chatons sur Facebook. Et finalement, so what? Le calcul, la puissance de calcul, l'énergie, l'espace de stockage, tout ça, c'est les matières précieuses du monde d'aujourd'hui. C'est l'or et l'argent du XXIe siècle. Alors, d'une part, je rappelle une chose, c'est que personne n'a jamais reproché à nos rois de consommer de l'or et de l'argent pour leur monnayage. J'ai mis à l'écran ce magnifique exemplaire de Louis XIV, le grand roi. On lui a jamais dit, mais enfin, vous vous rendez pas compte, sire, vous avez pris 6, 7, 8, 9 grammes d'or pour faire cette monnaie, on aurait pu la faire en autre chose. Je rappelle même que d'autres, pour des rois avant lui, je pense à Philippe le Bel,
on leur reprochait plutôt de ne pas mettre assez de métal. Si Dante met Philippe le Bel en enfer, dans sa Divine Comédie, c'est parce qu'il n'a pas mis assez d'argent. Première remarque. Deuxième remarque, une partie du coût d'entretien de Bitcoin par sa communauté est pour moi de l'ordre de la dissuasion. Disposer, en cas de coup de force des autorités contre nos libertés, par exemple, à la fois d'une réserve de valeur non saisissable et d'un processeur de paiement non censurable, eh bien, c'est un bénéfice en termes humains. Je rappelle d'ailleurs qu'on a appris très récemment que le fonds Human Rights allait sponsoriser la recherche sur Bitcoin. Alors, moi, je fais une remarque. Hein. Si les États avaient pu casser Bitcoin, ils l'auraient fait. Ceux qui demandent, ça se fait de moins en moins, mais il y a toujours des gens qui vous disent ah, mais pourquoi Satoshi a conservé l'anonymat bah, ces gens-là sont des idiots. Louis XIV, qui était roi par la grâce de Dieu, inscrivait quand même sur ses canons ce que vous lisez à l'écran, qu'ils étaient ultima ratio regum, le dernier argument des rois. Chacun sait bien qu'une large part encore aujourd'hui de la valeur du dollar tient dans l'US Navy et dans un joli stock de 2000 ogives, payé d'ailleurs par les utilisateurs du dollar plus que par les Américains. Donc voilà, y a cet argent qui est consommé, qui est important, qui ne doit pas être très différent de la valeur produite chaque année par les bitcoins. Et même si mon argument est un peu circulaire, ça étaye le fait que le bitcoin est une valeur. Le travail est un trésor. Pour en revenir à des choses plus rassurantes que l'usage de la force, la beauté. Le diamant doit être taillé, et ça nous donne une bonne comparaison. Le diamant brut, c'est du charbon dans un miracle géologique, mais le diamant, celui qui a de la valeur, c'est le miraculeux résultat d'un travail mathématique. Je note que la vraie valeur, la vraie nature du diamant ne se révèle dans tout son éclat que par la taille, et que celle-ci ne date que du tournant du XVe siècle. Avant ce moment-là, les diamants qui ont pas un éclat particulier sont beaucoup moins cotés que les rubis, comme on le voit dans les couronnes anciennes ou dans les inventaires des princes. C'est sans doute en Italie que la taille s'est développée. Pourquoi? Parce que c'est dans ce pays que les tailleurs sont allés chercher des idées de forme optimale chez les anciens, chez Pythagore, chez Euclide. C'est là que le moine ivre de beauté a commencé à trouver, Luca Pacioli a commencé à trouver des formes géométriques qui étaient applicables à ce cristal et qu'on voit la valeur du diamant augmenter, dépasser de très loin celle de toutes les pierres précieuses. Si le travail est un trésor, le nombre, lui, est une richesse. On va revenir à la valorisation avec ce qu'on appelle la loi de Metcalfe, du nom de celui qui l'a énoncé. C'est une loi toute empirique, datant des années, du début des années 80, et elle a été critiquée. Alors, la loi de Metcalfe dit que pour un nombre donné de nœuds, de participants, la valeur ou la résistance ou l'utilité d'un réseau est fonction de n multiplié par n-1 sur 2. Et que, comme on le voit facilement, quand n tend vers des grands nombres, ce n, n-1 sur 2 tend plus simplement vers n au carré sur 2. Et donc, pour le faire simple, que l'utilité d'un réseau croît de façon proportionnelle au carré du nombre d'utilisateurs. Alors, cette loi incite peut-être à un trop grand optimisme. Tous les utilisateurs, tous les nœuds d'un réseau comme Bitcoin n'ont pas la même utilité. Mais on dira aussi qu'elle est pessimiste, parce qu'après tout, l'intérêt d'un réseau social n'est pas seulement proportionnel au carré du nombre de ses utilisateurs, mais au nombre des sous-ensembles que l'on peut faire à partir du nombre de ses utilisateurs, et que là, ça ne varie pas en fonction de n au carré, mais de 2 puissance n, qui est beaucoup plus importante. Quoi qu'il en soit, les courbes de Bitcoin sont furieusement hyperboliques, et on va y revenir. Est-ce que ces arguments sont complètement timbrés? Je pense que le timbre-poste offre, selon moi, une comparaison qui est rarement faite, mais qui est pertinente. Au début de 2017, en finalisant notre livre, nous avons fait une prophétie. On disait, Bitcoin cotait 800 € à peu près, et on a écrit qu'il toucherait un jour les 10 000. Et sincèrement, moi, je voyais ça à 2 ans, alors que ça a pris 6 mois. Le timbre a une vraie utilité, il a une vraie valeur. Cette valeur est négociée internationalement depuis 1874 et les postes ne font pas de profit. Donc on peut estimer que la valeur du timbre, c'est vraiment la valeur du timbre. Ce n'est pas fixé arbitrairement.
La question qui se pose à ce moment-là, c'est si l'utilité du Bitcoin est de l'ordre de celle d'un timbre-poste, est-ce que sa valeur serait du même ordre de grandeur, c'est-à-dire en gros 1 euro, 1,50 €? Non, parce que pour déposer la trace d'un titre, d'une garantie, d'une hypothèque ou la formule d'une molécule, tout en disposant d'une date certaine, d'une confidentialité appréciable et d'un temps de transport de l'ordre de quelques secondes, une microparticule de Bitcoin suffit. Alors, demain, le Bitcoin, une monnaie programmable, pourrait servir autant à traiter de l'information qu'à échanger ou conserver de la valeur. Euh, Notre raisonnement était très prudent, car nous imaginions l'unité de base comme un millionième de Bitcoin, alors qu'il y a 100 millionièmes. Bref, on gardait deux chiffres après la virgule pour les frais annexes. Et voilà ce qu'on écrivait. Si chaque millionième de Bitcoin valait un cent, ce qui met le Bitcoin à 10 000, la capitalisation totale de Bitcoin serait de 210 milliards de dollars, soit environ 2 fois celle de l'UPS, 4 fois celle des concurrents comme FedEx ou DHL, ou une capitalisation de ces trois seules entreprises. En termes de chiffre d'affaires, 5 fois celui d'UPS et 10 fois celui de FedEx. Bref, un prix de 10 000 dollars pour ce carnet de timbres qu'est le Bitcoin apparaît plausible à terme, sinon immédiatement raisonnable. La prophétie a été réalisée en 6 mois. Alors aujourd'hui, on est autour de 9 000 dollars, soit environ 170 milliards de dollars, et on est à 2,3 fois la capitalisation du PS, 4,5 fois celle de FedEx. Donc ça, c'est plutôt ça sous-cote par rapport à la situation d'il y a 2 ans. Donc en vérité, je vous le dis, cette comparaison mérite d'être longuement méditée. On avait aussi prophétisé, du moins donné un rationnel pour un Bitcoin à 4 millions. C'est en page 133 de notre livre, et moi, je n'en retire rien. Sur le fond, la réflexion s'appuyant sur le timbre-poste conduit en plus à envisager une valeur élevée, mais surtout à revisiter la distinction que je trouvais déjà éculée entre le Bitcoin valeur et la blockchain technologie. Alors j'en viens à la nature quadratique de la valeur d'un réseau, comme les hausses extraordinaires de Bitcoin, qui justifient pleinement l'inscription de ces cours sur une échelle logarithmique. Je ne suis pas sûr que vous le voyez très bien à l'écran, mais autant qu'on a une figure quand on dessine les cours de Bitcoin sur une échelle normale, autant quand on le dessine sur une échelle dont la, les ordonnées suivent une progression logarithmique, on voit apparaître une autre figure. Parmi les fonctions de référence disponibles pour donner un rationnel à un nuage de points figure la fonction logarithmique. Contrairement à d'autres, elle est représentée par l'aspect rassurant d'une courbe qui, elle, ne s'emballe pas. Et quand on reprend la figure précédente et qu'on essaye de tracer ce qu'on appelle des régressions logarithmiques, on voit que ça s'encadre assez bien. On voit apparaître d'ailleurs d'autres indications comme les tangentes au niveau des bulles, etc. Et quand un nuage de points ou de cours a un tracé de ce type, ces formalisations sous forme de régression non pas linéaire, c'est-à-dire y égale à x plus b, mais de régression logarithmique, où y est égal à a log de x plus b plus c, on peut, avec des paramètres choisis, encadrer les plus bas, les plus hauts, et ça donne un ensemble de courbes résultant de scénarios plus ou moins optimistes et pessimistes et de paramètres actualisés au fur et à mesure qui permet au minimum d'encadrer les cours passés et de suggérer des couloirs, mais aussi des zones de danger et des zones de bulles, puisqu'il est loin de moi l'idée de nier ces bulles. On voit donc qu'il y a une zone rouge dans laquelle Bitcoin rentre dans des positions de surachat. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, on est plutôt dans le bleu, en tout cas par rapport aux courbes qui ont été tracées par l'auteur de cette charte il y a quelques semaines. Est-ce que on peut en rester là dans l'analyse? J'ai une dernière façon de regarder. L'analyse comme la prospective doivent tenir compte d'une chose, d'une très forte singularité de money supply de Bitcoin, c'est les halvings déjà évoqués, qui tous les 4 ans diminuent de moitié le nombre de Bitcoins attribués, toutes les 10 minutes, aux validateurs. Autrement dit, on a une diminution qui est programmée, qui est automatique, qui suit la loi de Zénon, un demi, un quart, un huitième, etc., de l'inflation monétaire. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit le phasage de bulles, si on veut les décrire comme des bulles. Hein, je reviens à la charte précédente. Aux chartes précédentes, on voit bien qu'il y a des étapes de bulles et elles semblent phaser de façon relativement régulière dans le temps. Finalement,
Quelle est la chose qui est régulière dans le temps? Ben, c'est justement les halvings. Cette charte est un peu plus compliquée à lire. Les cours de Bitcoin sont colorisés avec un code couleur que vous voyez en bas, qui vous donne à chaque moment le nombre de jours restants avant le prochain halving. Et vous avez la courbe en blanche qui ressemble un peu à un escalier, qui connaît des paliers, qui est la courbe du stock to flow. Et donc, tous les 4 ans, ce ratio de stock to flow est ajusté. Et on voit, alors là, ça doit être aussi un indicateur pour aujourd'hui, on est depuis le dernier halving dans une période bleue, c'est-à-dire que le prochain halving maintenant est dans très longtemps, dans 4 ans. Et on voit qu'à ces périodes bleues succèdent régulièrement des phases d'accélération du cours. Alors, là aussi, c'est pas d'une précision d'horloge, mais le tempo des halvings, il est connu historiquement, 28 novembre 2012, 9 juillet 2016, 11 mai 2020, le prochain autour du 28 février 2024. Sur cette courbe, l'examen de cette courbe peut suggérer de prochains changements, mais là, comme on dit, c'est une autre histoire, même si je mets la citation célèbre du lapin d'Alice. Voilà, maintenant je peux répondre à vos questions, soit comme la chenille de Lewis Carroll qui était en page d'accueil, la chenille de Lewis Carroll est toujours un peu à côté de ses pompes, soit comme le Sphinx, les deux comparaisons prévenant de ce que je ne vais pas donner de martingale et de ce que je ne vois pas l'avenir. Eh bien, merci beaucoup, Jacques, pour toute cette présentation. Je pense qu'on pourra la retrouver, vous nous la ferez passer. Je me rends compte qu'elle est d'autant plus riche qu'elle a des notes qui sont assez intéressantes à pouvoir relire. Notamment, il y a quelques chiffres à comprendre. J'ai la possibilité, si vous levez la main, de vous donner la parole pour des questions. Normalement, vous avez un petit symbole avec une main sur lequel vous pouvez cliquer dessus. À ce moment-là, je vous mettrai le micro. Et en attendant que vous maîtrisiez tout ça, moi, j'avais une première question concernant l'exploitation, puisque j'ai bien compris que aujourd'hui, on était capable d'extraire à peu près 170 milliards d'or par an, alors que de l'autre côté, on ne pouvait extraire que 2,6 milliards de bitcoin par an. C'était à peu près ça. Quel est est-ce qu'il y a une limite technologique? Il y a deux petites questions qui sont sous-tendues par ça. La première, est-ce qu'on est vraiment dépendant du matériel? Est-ce que c'est du hardware ou du software qui va faire la performance ou la rapidité d'extraction? Et deuxièmement, est-ce que il y a eu des accords avec des producteurs d'énergie verte qui ont de l'énergie à prix négatif en période, par exemple, on est l'été, il y a du vent, il y a du soleil, on se retrouve avec de l'énergie. Voilà. Donc j'ai deux petites questions qui sont sous-tendues par rapport à l'extraction. Les deux faisceaux de questions sont assez difficiles, assez différents. D'abord, tout en matière de Bitcoin échappe à la diabolique volonté humaine de truquer les choses. C'est-à-dire que il y a une limite qui est qu'on sait pertinemment combien de bitcoins sont libérés toutes les 10 minutes. Depuis le dernier halving, donc depuis le 20 juin, pardon, depuis le 11 mai, il y a 6,25 bitcoins toutes les 10 minutes environ, parce que ce n'est pas un intervalle fixe, qu'importe. Et quelle que soit l'énergie que vous allez déployer, vous ne libérerez pas plus que 6,25 bitcoins toutes les 10 minutes. Vous pouvez, et on ne s'en prive pas, inventer de nouvelles machines plus puissantes, plus efficientes. Imaginez qu'on soit autour de la table une dizaine à miner. En fait, c'est un peu ce qui se passe entre les grosses dizaines de pools de mining. Chacun va essayer de trouver des machines plus efficientes, puisque je rappelle, c'est un tour de manège toutes les 10 minutes. Il y en a un qui décroche le pompon et c'est naturellement, il y a une prime à celui qui dispose de l'instrument de minage le plus puissant. Donc, si tout d'un coup quelqu'un se met à avoir un matériel de minage plus puissant,
il va contribuer à trouver le résultat plus rapidement. Et donc, on va bien voir qu'il va, et pourquoi, pas par son intelligence, mais simplement par le nombre de haches qu'il déploie, qu'il met en œuvre. Et ça, c'est la donnée dont j'ai dit qu'elle était la seule donnée publique. L'algorithme qui gère Bitcoin l'enregistre et toutes les 2016 blocs, il va ajuster la difficulté de l'exploit à réaliser. L'exploit à réaliser, souvent on vous dit, pour sécuriser tout ça, on fait des calculs très compliqués. On fait des calculs au contraire très simples. Il s'agit de produire un hash qui commence par un certain nombre de zéros, un nombre impressionnant de zéros. C'est exactement comme si on vous demandait de lancer des pièces en l'air pour trouver une suite de piles. Seulement, par exemple, on vous demanderait de jeter des pièces en l'air jusqu'à avoir trouvé 80 piles de suite. Naturellement, prenez vos tables, il va falloir que vous jetiez la pièce en l'air des milliards de fois. Voilà. Donc il suffit de dire, bah, maintenant c'est plus 80 blancs que je veux, 80 piles que je veux, parce que votre matériel est trop puissant, c'est 82. Vous allez voir que c'est infiniment plus compliqué et donc je vais freiner le jeu. Donc la réponse, est-ce qu'on peut en extraire plus, ce qui serait le cas dans une mine d'or, où vous me diriez, mais pas du tout, j'ai du matériel beaucoup plus puissant, donc je vais épuiser la mine plus rapidement que prévu. Il n'est pas question d'épuiser la mine plus rapidement que prévu en matière de Bitcoin. La difficulté s'ajuste, les autres mineurs naturellement, et vous avez peu de chance d'inventer une machine plus puissante et qui soit hors d'atteinte des autres, donc très rapidement, comme dans toute bonne course aux armements, un équilibre se crée. La difficulté de minage, elle s'ajuste dans les deux sens, puisqu'après le halving, on a vu qu'elle avait baissé. Les gens ayant tendance à débrancher certaines machines ou à consentir moins d'énergie si la rémunération est moindre. Donc il y a une il y a des stabilisateurs partout dans le fonctionnement de Bitcoin. Je reviens à la zone question. Est-ce que on peut utiliser de l'énergie létale, de l'énergie perdue, de l'énergie pas chère? Naturellement, dans le mix du coût d'extraction d'un Bitcoin, vous avez globalement, alors est-ce que c'est un tiers, deux tiers, je ne sais pas, le prix des circuits imprimés, le prix des ASIC, des mineurs, qui sont quand même cramés très vite, donc c'est pas un investissement, c'est vraiment une charge, et puis le prix de l'électricité. Alors évidemment, si vous avez de l'électricité pas chère, ou de l'électricité volée, ce qu'on ne dit jamais, bah, c'est différent de si vous devez la payer au prix du compteur en centre-ville. Donc clairement, ça contribue à une géographie du minage qui l'emmène là où l'électricité est pas chère, donc près des barrages hydroélectriques, mais de façon plus complexe que ce qu'on dit parfois. C'est-à-dire que c'est l'argument d'un certain nombre de mineurs, de dire finalement Bitcoin n'est pas un criminel écologique comme on le dit, Bitcoin peut même aider à la conversion écologique, parce que l'un des problèmes quand vous créez de nouvelles facilités de production d'énergie, c'est qu'elles ne sont pas forcément immédiatement rentables. Après tout, votre moulin sur la rivière, s'il ne produit pas l'énergie exactement au moment où les gens dans la vallée en ont besoin, il y a toujours de l'énergie perdue. Cette énergie perdue, elle peut être assez facilement utilisable par une mine de Bitcoin, puisque la mine de Bitcoin, bah, on peut transporter le matériel, il peut marcher qu'une heure par jour, ce qui n'est pas le cas d'une cuve d'aluminium. Il peut marcher au moment où personne n'en a besoin, etc. Donc, y a une complémentarité qui peut se créer entre cette activité nouvelle et la production d'énergie électrique. Bien, écoute, merci Jacques pour ces éléments-là. C'était en fait Adli avait attiré mon attention justement sur des contrats qui avaient été passés avec des fournisseurs d'électricité renouvelable en Allemagne, justement, et puis le fait que quand le Bitcoin avait beaucoup baissé en 2018, il y avait eu pas mal de matériel qui avait été rangé, mis de côté parce que justement, il n'arrivait pas à être plus efficient. Ça avait poussé, cette baisse du Bitcoin avait poussé à une meilleure efficience en tout cas du minage. Bon, je n'ai pas encore de questions, ce qui veut dire qu'on aurait été particulièrement clair. Même ceux qui ont mon téléphone peuvent m'envoyer une question par SMS. Donc, en fait, si je fais un résumé, moi, de ce que j'ai entendu
en espérant ne pas avoir trahi vos propos, c'est qu'on a quelque chose qui est éminemment transparent dans son fonctionnement parce qu'on sait comment ça fonctionne. Donc on sait en plus que c'est infalsifiable et inviolable. On a la trace quand même de beaucoup de choses. On a vu que par rapport aux poncifs habituels, on a les réponses hein, pour chaque poncif habituel qui ont été ils nous sont opposés régulièrement, que la part minimum que l'on devrait mettre dans un patrimoine serait de 0,2% si on respectait un petit peu l'équilibre qu'il y avait. Je reviens là-dessus. Ça, c'est sur l'équilibre fondé sur le ratio actuel entre la valeur de tous les bitcoins du monde et la valeur de tout l'or du monde. Je Oui, crois davantage aux chiffres donnés par le patron de Tobam. En termes de décorrélation, lui, il estimait, il m'avait d'ailleurs bluffé parce qu'en plus, il s'exprimait devant Eric Woerth, le député persan, etc. C'était pas des cafés, c'est pas des propos de bistrot. Hein. Yves Choifati parlait de 3%. Alors à 3%, c'est simple, on est à 2,2 trillions de dollars. C'est-à-dire que voilà, le Bitcoin est multiplié par 10 ou 15. nous, en tout cas, ce qu'on a toujours dit dans les portefeuilles de nos clients où il y a entre 5 et 10% d'or, on avait dit par rapport à 5% d'or, transformer 1% d'or en Bitcoin ne nous semblerait pas idiot. On peut aller jusqu'à 2. Et si les personnes ont 10% d'or dans leur portefeuille, aller jusqu'à 2 ou 3%, ça serait le maximum. Après, on trouve qu'il y a des périodes pour y aller. Notamment, notre position, hein, c'est plutôt d'y aller en plusieurs fois plutôt que d'y aller en une seule fois. Mais en tout cas, depuis longtemps déjà, nous avons proposé, hein, puisque les premiers articles, c'est le Journal du Net qui nous avait interrogé en 2016, début 2016 là-dessus, et nous avions dit en 2017, fin 2017, de surtout aller revendre ce qu'il y avait eu. Alors j'ai un doigt levé, donc je vais ouvrir le micro à Emmanuel. J'active le micro normalement. Je pense qu'il va s'ouvrir. Ça y est, Emmanuel, le Bonjour. micro est ouvert. Oui. Bonjour, donc ma question c'était par rapport aux différentes courbes de cours qui ont été présentées. Moi j'ai un peu l'impression que la future maximum il devrait être atteint au second semestre 2021, c'est-à-dire à peu près en général entre 1 an et 1 an et demi après le halving. Donc je voulais savoir ce que Jacques en pensait. Bah, il y a quelque chose de magique dans ces courbes, hein, parce que il ne faut pas oublier, si je vais voir celles que je remets à l'antenne, elles ont l'air de prédire l'avenir. Elles sont quand même remises ex post. J'ai rappelé la fonction de régression logarithmique. C'est une fonction de type pour laquelle y est égal à fois logarithme de x plus b plus c. Ça veut dire quand même que le a, le b et le c, c'est Bibi en dessinant la carte qui les choisit. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bah, si tout d'un coup on s'aperçoit que ça sort des faisceaux, là, bleu, vert, jaune, orange et rouge, en changeant un petit peu A, B et C, je vais aplatir, courber ma régression logarithmique pour faire rentrer la courbe telle qu'elle est dans la nouvelle configuration. Si vous regardez bien celle que je mets à l'écran, vous apercevez qu'en fait, on est déjà sorti du bleu. C'est-à-dire qu'on est soit dans une zone de survente et il est urgent d'acheter, soit il est urgent de reprendre son ordinateur et de trouver A, B et C de telle façon que la courbe soit un petit peu moins vigoureuse, je dirais, à partir de la dernière bulle. Et ça, c'est parfaitement faisable. Si vous regardez, on va trouver des courbes tracées en 2014 qui se sont avérées extrêmement prophétiques. Après, c'est en tendance. Et n'oubliez pas que maintenant, vous êtes sur une partie élevée de l'axe des ordonnées. Autrement dit, ce qui apparaît comme un millimètre en plus ou en moins dans le cours, on est sur des chiffres à 3 ou 4 zéros. Donc, il faut quand même faire extrêmement attention avant de se servir de ça pour dire, comme je le lis partout, que ça va aller casser les 100 000 ou les 150 000 ou etc.
moi, voilà, je vous ai donné un certain nombre de comparaisons, et j'en fais d'autres, hein, comme vous avez vu, tout y passe dans ma tête, depuis le timbre-poste jusqu'à la bouteille d'eau de Javel. Il n'y a pas de comparaison qui me serait, qui m'aurait conduit à me dire un jour, Jacques, ça vaut moins que ça. Là, généralement, les comparaisons m'amènent à penser que la foi, c'est un trésor qu'il faut conserver pour plus tard parce qu'il a peu de chances de valoir moins cher de façon durable dans un avenir prévisible qu'aujourd'hui. Donc je reproduis souvent la prophétie du patron de Xapo qui disait, je crois déjà en 2015 ou 16, je ne sais plus, qu'il y avait une chance sur deux que le Bitcoin vaille 1 million et une chance sur 5 qu'il vaille zéro. Euh, c'est peut-être un peu excessif dans les deux chiffres, dans les deux sens. Je vous rappelle qu'il y a une autre défi donné par un célèbre marchand d'antivirus et qui a annoncé que si on n'allait pas à 500 000 à telle date, il se mangerait une partie intime, généralement considérée comme précieuse, de son individu. Bon, à voir. Moi, c'est vraiment pas mon truc de dire ça. Effectivement, la lecture que vous faites des courbes de régression logarithmique peut légitimement étayer le type de prophétie que vous faites. Moi, j'aime bien, même si elle est peu lisible, j'aime bien celle que j'ai affichée en dernier, la comparaison sur une échelle logarithmique des phases de Bitcoin âgées, hein, comme Louis l'a rappelé, de formation, je suis historien, donc moi j'ai toujours un tropisme vers les dates, les chiffres, les maturités, les âges, etc. C'est clair que là, on vient de sortir d'une phase d'un choc de halving, et donc quelque part, on a ajusté brutalement le ratio stock to flow, et il est peu probable que si euh, on revient au sentiment comment dire, de pulsion, comme une sorte de pulsion cardiaque, de rythme qu'on voit à l'œuvre dans la vie de Bitcoin. La charte actuelle que je montre actuellement le montre. On a le sentiment qu'il y a quelque chose de vivant, qu'il y a quelque chose qui anime tout ça de façon relativement régulière. Notez quand même que les phases ont quand même donnent un peu le sentiment de s'allonger. Eh bien, il n'est pas déraisonnable de mettre en rapport ce sentiment qu'on a d'un mécanisme comment dire, cyclique avec la seule phase qu'on connaît à la chose, c'est-à-dire l'écart scandé par les halvings, dont on vous dit que c'est tous les 4 ans. C'est pas exactement ça, c'est pas exactement tous les 4 ans. Euh, c'est tous les 210 blocs, lesquels blocs n'ont pas lieu exactement toutes les 10 minutes parce que c'est pas une loi normale, c'est une loi exponentielle, etc. Donc toutes ces choses-là doivent être prises avec des pincettes. Enfin, j'ai parlé de décorrélation quand j'ai parlé de l'eau de Javel. Il faut quand même insister sur le fait que cet aspect décorrélé, personne ne m'interroge dessus, mais c'est quand même une chose à regarder. Le bitcoiner estimait que Bitcoin était décorrélé, que ma foi, le monde entier pouvait s'effondrer, il resterait dans sa splendeur adamantine de diamant ou dans tout son éclat d'or numérique, indifférent aux catastrophes de ce monde. Bon, tout ça était bien joli parce que Bitcoin était né après la dernière crise, 2008, et n'en avait pas traversé d'autres, en tout cas pas de substantiel. Qu'est-ce qu'on a vu avec la crise du Covid? Ben, qu'en fait, la corrélation entre Bitcoin et un certain nombre d'autres actifs est plus importante que prévu. Et donc, il y a eu un débat pour dire, ben, finalement, vous nous annonciez que c'était une valeur refuge, c'est pas terrible comme refuge. À quoi je réponds, une valeur refuge, c'est quelque chose qui doit être vu là aussi avec une vue d'historien plus qu'une vue de mathématicien, c'est-à-dire c'est un refuge au bout de combien de temps et pour combien de temps. C'est-à-dire que si Bitcoin est une valeur refuge qui vaut 9 000 $ aujourd'hui, ça ne vous garantit pas qu'il en vaut 9 000 ou 10 000 précisément le 25 décembre de l'année prochaine quand vous en aurez besoin pour faire des cadeaux. Ça veut dire que dans un temps assez long, dans une ou deux générations, il devrait valoir substantiellement plus en pouvoir d'achat que ce qu'il vaut aujourd'hui. Quant à dire c'est un refuge contre les crises boursières,
c'est une blague, parce qu'en cas de crise boursière, vous savez bien que c'est d'abord une flight to quality, c'est-à-dire qu'on vend tout pour essayer d'acheter ce qui baisse le moins. Donc ça peut, dans un premier temps, conforter l'actif qui est réputé safe. Et puis dans un deuxième temps, il y a un flight to liquidity parce que on a perdu tellement d'argent sur les choses qui étaient dangereuses, on est appelé en marge là-dessus, on est bien obligé de vendre même ses lingots d'or. Je rappelle que, puisqu'on a parlé de Ponzi, le dernier très grand Ponzi, Madoff, et il n'est pas mort de la rouerie de M. Madoff ou d'un scrupule moral de banquier qui aurait décidé de ne plus le diffuser. Il est mort de la crise de 2008 parce que tout d'un coup, des gens qui saignaient de partout se sont dit bon bah tant pis, on va vendre notre Madoff. Et qu'à ce moment-là, la supercherie a été révélée. Donc la résistance de Bitcoin aux secousses financières, c'est un sujet qu'on pourra étudier, je pense, dans un an ou deux, après les sacs, ressacs, chocs primaires, répliques sismiques, etc., de ce qui est en train de se passer. Et qu'évidemment, Juste sur ce, ouais. si Juste, la, Jacques, sur ce point-là, juste parce que c'est important. La corrélation, quand même, elle est très faible dès qu'on prend une durée un peu longue. Hein, donc, une corrélation, ça se regarde pas sur quelques semaines. Hein, c'est au minimum sur un an. Donc, là, avec le S&P 500, on est sur 0,19, même si on va voir que l'aspect de la baisse a donné un peu de corrélation. Mais effectivement, on était dans un monde ce qu'on appelle leveragé, c'est-à-dire que tout le monde a fait de l'effet de levier. Et quand on a une baisse un peu forte et que tout le monde a des effets de levier, on a ce qu'on appelle les appels de marge. Et à ce moment-là, on doit trouver de la liquidité, quelle qu'elle soit, pour aller payer son appel de marge. Faut pas oublier que l'or a baissé autant, enfin, l'or a beaucoup baissé dans la première phase de baisse. Tout a baissé, en fait. Et donc, c'est pour ça que c'est difficile de parler quand les gens ont écrit des articles en disant non, finalement, Bitcoin est corrélé, c'est une belle connerie, parce qu'après, quand on regarde sur la durée, c'était pas le cas. c'est exactement Une ce que je petite dis. conclusion. Ouais, voilà. Les yeux boursiers le savent. Quand tout baisse, il n'y a plus qu'une seule chose qui monte, c'est les corrélations. Mais ça, c'est pendant la crise. Voilà. Voilà. C'est uniquement pendant la crise. À long terme, quand même, le graphe qu'il faut peut-être regarder une dernière fois, je le recherche, c'est celui-là. C'est que quand même, le driver suprême, c'est le nombre d'utilisateurs, de cas d'usage, d'utilisation, c'est le développement de l'écosystème. Et là, il faudrait aller évidemment beaucoup plus loin qu'on ne pouvait le faire aujourd'hui. Bitcoin n'est pas la seule blockchain. Vous savez très bien qu'il existe d'autres blockchains et d'autres crypto-monnaies, qu'on regarde par exemple avec intérêt ce qui va se passer sur Ethereum. Actuellement, il y a beaucoup de buzz sur le fait que l'Ether pourrait valoir une somme à 3 chiffres et plus, à 3 zéros et plus. Il y a de l'intérêt pour Cardano, pour Tezos, etc. Il ne faut pas forcément les opposer. Un temps, la presse grand public, c'était, vous savez, tous les 8 jours, sortait cette nouvelle monnaie qui va détrôner Bitcoin. En fait, non, aucune de ces monnaies ne risque de détrôner Bitcoin parce qu'il y a un écosystème et que la place de Bitcoin dans cet écosystème est peut-être la place de l'or dans le système financier, c'est-à-dire un moyen d'ajustement entre divers systèmes. Autrement dit, tout ce qui se dit sur Ethereum ne doit pas être vu comme quelque chose qui amoindrit à terme la valeur de Bitcoin, mais plutôt, me semble-t-il, comme quelque chose qui la conforterait parce que la crypto-économie est un continent entier qui est encore en phase d'émergence et que dans ce continent, moi, mon sens, c'est que le rôle principal de Bitcoin est d'être l'or numérique de l'économie cryptographique en émergence.